Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Le secteur est fort d'un riche patrimoine historique. Aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser aux édifices de guerre. Alors on en parlera tout à l'heure avec Philippe Cueillère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la ligne Maginot aquatique. On parlera bien sûr aussi de la ligne Maginot et notamment du Fort Cassot avec vous, Bernard Morvan, qui êtes le président des Amis du Fort Cassot. Bonjour. Bonjour. Et puis on parlera aussi bien sûr du Cimserhof, deuxième plus gros site touristique du Pays de Bitche. Bonjour Roland Hof. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration du site du Cimserhof et vous pourrez donc nous en dire plus tout à l'heure. Coucou aussi à toi Sandrine. Salut. Tu es là comme tous les jours pour la question du jour. Tout à fait. Donc tu nous diras tout à l'heure les commentaires et puis si ça a bien fonctionné ou pas. Mais on va d'abord à Herbitsheim où 5 éoliennes sont en cours de construction. Thomas Drouin est sur place. Bonjour Thomas. Alors dis-nous, parce que moi j'avais l'impression que tu allais pour une fois, toi qui es super grand, avoir l'air petit à côté d'éoliennes et en fait non, pas du tout. Non, pas du tout. On s'est déplacé un peu pour les voir. Voilà, on n'en voit que 4. En fait, il y en a 5. Pour rire, je pourrais dire, il y avait les Beatles, c'était 4 garçons dans le vent. Là, il y a 5 éoliennes à Herbitsheim qui sont aussi dans le vent. Alors, ça a été un peu la curiosité tout au long du chantier. C'est-à-dire les gens se déplaçaient pour aller les voir. Maintenant, elles sont là. On peut voir à quoi ça ressemble. On peut les voir d'assez loin aussi. Je vais en discuter avec le maire d'Herbitsheim tout à l'heure pour savoir un peu comment, même avant le chantier, il a mis ça en place avec la population et aussi donc avec les maires des alentours. Ok, donc à tout à l'heure, et c'est vrai qu'on va beaucoup parler des éoliennes dans cette émission, et en particulier sous l'angle économique, mais on regarde d'abord le résumé de l'info en 60 secondes. Les rumeurs annoncent la fin du Simply Market au Carré Louvain. Vrai ou faux, l'avenir nous dira si ce supermarché restera jusqu'à la fin de son bail. La moitié des enseignes ont déjà déserté le Carré Louvain alors que ses atouts sont incontestables. Fin de la GEM et place à Moselle Attractivité. Mais la Casque n'est pas convaincue. L'agence pour l'expansion de la Moselle a été dissoute en septembre. Le département attend que les collectivités rejoignent Moselle Attractivité. Ses compétences étant limitées, la Casque hésite et regarde du côté région Grand Est. Remboursement des frais d'optique, la France en tête en Europe. La part qui reste à payer par les patients une fois remboursés par les assurances maladie et les complémentaires santé est la plus faible d'Europe. On paye 2 fois moins qu'en Allemagne et 3 fois moins qu'en Italie. Un adulte passe 5h07 devant un écran par jour contre 2h06 en 2006. La sédentarité gagne du terrain, qu'elle soit liée au travail ou au loisir. Les femmes sont à peine plus de 50% à pratiquer le quota d'activité physique recommandé. Le SFC va-t-il récidiver en Coupe de France? Après avoir gagné 4-0 contre Mouterrouze le week-end dernier, l'équipe se déplace à Metz devant les Ponts, une équipe de Régional 3 qui devrait être à la portée des joueurs sarregueminois. Et une pensée toute particulière aussi aujourd'hui pour Mathieu Otto, seconde cuisine du restaurant Saint-Walfried à Sarreguemines et ancien élève du lycée Simon-Lazare qui est en ce moment en pleine épreuve à Paris pour tenter de décrocher le Bocuse d'Or. Sandrine, côté météo, il y a du neuf ? Du neuf, oui, mais malheureusement plutôt une mauvaise nouvelle parce que là on était parti sur une belle grande semaine de beau temps et la dégradation c'est pour demain. Ah, c'est moche. Bon allez, on regarde les prévisions. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. On s'habitue bien vite aux bonnes choses et malheureusement pour demain, une petite dégradation est attendue. Elle commencera par un renforcement de la couverture nuageuse en matinée et s'en suivra quelques pluies passagères dans le courant de la journée. Malgré ça, les températures restent correctes avec de 8 à 11 degrés au minimum et de 18 à 20 degrés au maximum. Demain, nous sommes le jeudi 28 septembre et nous fêtons les Venceslas. Le soleil nous accompagnera de 7h27 à 19h16. A tout de suite sur le plateau pour faire le point sur nos réseaux sociaux. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine.
Les derniers chiffres du chômage viennent d'être dévoilés. En Moselle, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C est de 89 730 fin août. Ce nombre augmente de 0,3% sur 3 mois. Il est stable sur un mois et progresse de 2,6% sur un an. Dans le Grand Est, ce nombre augmente de 0,5% sur 3 mois, de 0,2% sur un mois et d'1,7% sur un an. Et de 5, hier a été montée la dernière éolienne sur le parc d'Herbitzheim. Le projet aura mis 11 ans à se concrétiser. Et au final, à qui profiteront ces éoliennes? Eh bien, explication dans ce reportage de Francis Hoffman et Jean Birkel. Pas assez de vent en 2006, le projet éolien de Herbitzheim avait été mis en attente. Ce sont les avancées technologiques qui rendent ce projet finalement viable pour le groupe exploitant Alto Power. Des pales plus grandes et des éoliennes d'une hauteur totale de 150 mètres qui captent davantage de vent. Un heureux dénouement pour les collectivités qui bénéficient de retombées économiques non négligeables sous forme de taxes. Communes, interco, départements et régions vont se partager 100 000 € par an. Quant aux propriétaires de ces terrains, à valeur agricole ou forestière, ils vont toucher un loyer annuel. 3 des 5 éoliennes sont installées sur des terrains communaux, les 2 autres sur terrains privés. Le montant des loyers n'est pas communiqué par l'exploitant. Intéressant à savoir, les terrains limitrophes surplombés par les installations font l'objet d'une convention de servitude. Un dédommagement sera attribué aux propriétaires. Autre point positif, le renforcement des chemins d'accès qui deviennent d'agréables chemins de promenade. Le parc éolien de Herbitzheim nécessite un investissement de 15 millions d'euros de la part de Alto Power. L'amortissement est annoncé sur une durée de 20 ans. Selon une étude de l'Observatoire de l'éolien, la France est en retard. Le parc actuel compte 6 600 machines au plan national, réparties sur 1100 sites. Le nombre d'éoliennes devrait doubler d'ici à 2023. Souvent, un vent contraire soufflait sur ces projets éoliens, mais la situation change. Globalement, les Français sont plutôt favorables quand le projet bénéficie d'une bonne communication. Les curieux sont même aujourd'hui invités à assister aux impressionnantes étapes du montage. Francis Hoffman a rencontré à Herbitzheim Luc Birker, qui n'en était pas à sa première visite. Alors pourquoi je viens? Parce que c'est intéressant, on n'a pas l'occasion de voir ça tous les jours non plus. Après je ne viendrai pas tout le temps voir parce que c'est quand même très très long. Rien que pour monter la rue, il faut pratiquement une journée. Ensuite, moi je suis favorable à l'éolien, mais comme tout, il ne faudrait pas non plus en mettre partout, ça dénature quand même le paysage et c'est un peu dommage. On devrait essayer de créer des parcs à éoliennes comme on voit aux États-Unis ou dans certains pays européens et pas en mettre un peu à droite et à gauche. Chaque commune veut les siennes et c'est un peu dommage. Voilà. Est-ce que toi tu as le sentiment qu'ici il y en a trop ? Ici ça va encore à Herbitzheim. Quand on regarde autour, il y a celle de Schmidwiller, il y a celle de Roulin, j'habite à Villerwald, il suffit de me tourner pour voir des éoliennes un peu partout. Comme dit, je préférerais qu'elles soient un peu regroupées, ce serait mieux. Et on retrouve maintenant Thomas qui est toujours en direct d'Herbitzheim et cette fois aux côtés du maire de la commune, Michel Kuffler. Et oui, on est de retour donc toujours devant ces fameuses éoliennes, cette fois-ci en compagnie du maire d'Herbitzheim. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez déjà un peu m'expliquer, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans ce projet d'éolienne? Est-ce que c'est plus le côté écologique? Est-ce que c'est plus le côté économique? C'est d'abord le projet écologique et j'avais vu qu'à Beulflin il y avait un projet, donc en 2005. Et suite à ça, j'ai contacté le même bureau d'études qui a démarré le projet chez nous. Donc suite au Républicain Lorrain, l'article dans le journal. Et est-ce qu'au niveau de la population, l'accueil a été bon quand vous avez proposé ce sujet? Personne n'était contre, ouvertement, sauf quelques opposants du conseil municipal. Mais autrement, la population, tout le monde l'accepte. Alors quand on parle d'éoliennes, il y a souvent aussi des aspects financiers qui rentrent en jeu. Là concrètement, pour la commune, qu'est-ce que ça va vous rapporter? Il y a une garantie de 25 000 € par année. Et après, il y a un reversement de la communauté de communes qui m'a été promis à peu près d'un tiers de promis de ce qui touche. Donc ça devrait avoisiner les 50 000 par an. Alors, des éoliennes, des parcs de ce type, il n'y en a pas encore énormément sur le secteur. D'ailleurs, c'est un peu une curiosité de la part de certaines personnes d'Herbitzheim de venir voir comment ça se montait. Il y en a à Wölflin qui sont devenus aussi un
un atout touristique. Les gens vont se promener autour. Est-ce que vous pensez aussi qu'ici, avec les chemins qui tournent autour des éoliennes, les gens vont venir se promener à Herbitsheim? Je pense que c'est un plus pour les promeneurs, c'est un attrait parce que tout le monde ne voit pas des éoliennes. Hein. Et là, c'est quand même en Alsace, c'est le deuxième parc 100% alsacien. Dans le Haut-Rhin, il y en a 0. Dans le Bas-Rhin, c'est le deuxième parc. D'accord, donc globalement, pour le moment, vous êtes satisfait et si on revient dans quelques années, on pourra faire le bilan de ce que ça donne, autant d'un point de vue économique que touristique. Oui, je pense qu'on est très satisfait à Herbitsheim parce que ça a quand même mis 12 années, bientôt 13 années pour aboutir. Et quand quelque chose se termine, on est toujours content parce qu'on a tellement de projets dans une commune que ça, c'est un tout petit projet à côté d'autres projets qui viennent entre-temps. Mais il a quand même mis 12 années, il fallait être présent parce qu'on a 3 machines en forêt. Et les services de la préfecture, les services de l'État ne nous mettaient pas en avant au début parce qu'ils pensaient qu'avec l'Alsace Nature et les écolos, on aurait beaucoup de mal à faire le projet. Mais en fin de compte, ils n'étaient pas contre le projet. Voilà, donc maintenant les 5 éoliennes sont là. J'invite vraiment les différentes personnes à venir sur le site parce que c'est vraiment impressionnant quand on est au pied. Elles sont vraiment très très grandes. Donc c'est vraiment un spectacle à voir. Merci Thomas. Et donc oui, effectivement, allez voir le spectacle. Mais nous, pour le moment, on passe à la question du jour. Salut tout le monde. Aujourd'hui, les routiers FO et CGT manifestent contre la réforme du Code du travail. Des opérations escargots sont effectuées. Il y a des barrages au niveau des péages. Ils vont aussi bloquer les raffineries. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous avez été confronté à des ralentissements? Répondez-nous dans les commentaires et on en parlera en direct sur Mosaïque. Alors Sandrine, comment ont réagi nos internautes? Eh bien justement, ils n'ont pas beaucoup réagi, mais bon, moi je trouve que c'est quand même une sorte de réaction aussi de rien dire. Alors, la première manière de l'expliquer, c'est déjà, on le disait l'autre jour quand on en a parlé justement en direct, que notre position de frontalier avec déjà l'Allemagne et le Luxembourg, ça a fait que je pense qu'on s'est senti quand même un peu moins concernés parce qu'on avait toujours une solution de secours. Pas en danger, ouais. Bah voilà. Et après, il y a un autre aspect que Jay a pointé du doigt. Il nous écrit: il faudrait demander à ceux qui manifestent pour qui ils ont voté, parce que s'ils ont voté pour Macron, ils savaient à quoi s'attendre. Et puis au lieu de prendre en otage les gens qui vont travailler, ils n'ont qu'à aller manifester devant les bâtiments de l'État. Et ça, c'est vrai que c'est un raisonnement qu'on entend souvent. Les gens en ont vraiment ras-le-bol de subir les embouteillages réguliers qui sont souvent provoqués par les différents manifestants. Et voilà, je pense que c'est un petit peu un ras-le-bol global, peut-être aussi. Sauf que si on se met 2 secondes à la place des manifestants, de ceux qui font ces actions, qu'ils soient et quels que soient les motifs, c'est clair qu'en faisant des actions de blocage, ça va être plus médiatique et ça va évidemment avoir plus d'impact, même si ça ne fait pas toujours l'unanimité. C'est sûr. Alors du coup, c'est tout pour la question du jour, parce qu'il n'y a pas eu tellement de réactions aujourd'hui, mais toi tu voulais revenir sur une autre publication, celle de notre jeu ciné. Oui, alors j'en profite pour le rappeler à tout le monde. On a un jeu ciné qui est en place toutes les semaines sur la page Facebook de Mosaïque, en partenariat avec les Cinéma Forum. Donc là, on vous propose de gagner vos entrées toute l'année. Mais je voulais aussi parler d'un autre jeu ciné qui fait partie des jeux qu'on met en place de manière plus ponctuelle, où on vous fait gagner des entrées dans différents endroits. La dernière, par exemple, qu'on avait fait gagner, c'était pour l'Oktoberfest organisé par la Société carnavalesque de Sarreguemines. Et aujourd'hui, on vous fait gagner des entrées pour aller voir l'avant-première du film Coexister, qui aura lieu ce samedi à 17h30, donc au Cinéma Forum de Sarreguemines, avec Fabrice Eboué et Ramzi, j'ai oublié son nom de famille, on dit toujours Eric et Ramzi, du coup on ne retient pas son nom de famille, c'est Ramzi Bedia. Alors ils seront là pour présenter le film justement, donc si vous voulez aller les voir, on vous propose avec les Cinéma Forum de gagner vos places. Et en fait ce qu'on a mis en place sur la page Facebook, c'est en même temps un petit jeu, on va dire. On a demandé à nos internautes de répondre à la question, enfin de compléter la phrase plutôt: il n'y a rien de mieux que le ciné pour. Et justement on a déjà quelques réponses sympas, comme pour manger des pop-corn, pour finir la semaine sur une note positive, pour partager des fous rires entre amis, ou alors pour profiter d'une bonne petite soirée en famille. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, il est encore temps de participer et on fera le tirage au sort dans la soirée. Voilà, donc il vous reste juste à être créatif. Merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. Dans un instant, plongeons dans l'histoire avec nos 3 invités. À tout de suite. Bonjour, bienvenue chez Aquasas, un univers zen.
Aqua Alsace ouvre ses portes au public du mercredi 4 au dimanche 8 octobre de 9h à 19h. Profitez de nos bonnes affaires et laissez-vous gagner par l'ambiance de notre showroom. Aqua Alsace, c'est 500 mètres carrés de produits innovants et une équipe forte de 19 ans d'expérience. Pour un déguisement d'enfer, Festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Mais où tu les as mis? Ah! Quand tu auras nettoyé le garage, je te les donnerai. Eh oui! Faites-vous entendre avec la passion de l'audition. En France, en 2017, la maladie d'Alzheimer affecte 900 000 personnes. 600 nouveaux cas par jour, aucun traitement curatif. En 2020, elles seront 1 275 000. France Alzheimer et maladies apparentées accompagne depuis 32 ans les familles et les personnes malades. 96 associations départementales accueillent, écoutent et accompagnent malades et aidants. Ensemble, tout devient possible. Agissons contre l'oubli. Match à l'extérieur pour le SFC samedi. Il faudra absolument chercher des points à Lunéville. Suivez la rencontre en direct sur Mosaïque dès 18h avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Devenu patrimoine historique et touristique. En France, on pense en premier lieu aux plages du débarquement en Normandie ou aux tranchées de Verdun. Mais la Moselle-Est est riche aussi d'édifices qui peuvent aujourd'hui se visiter. Et tous les trois, vous représentez des sites emblématiques du secteur qui font partie de la ligne Maginot ou de la ligne Maginot aquatique. La première question, elle est vraiment pour vous trois. En ouvrant ces sites aux visiteurs, vous visez quel public ? Le public local déjà avant tout, parce qu'on s'est quand même rendu compte que malgré la richesse du patrimoine, les gens n'ont pas toujours conscience que c'est un patrimoine militaire, notamment pour ce qui concerne la ligne Maginot aquatique. Donc faire diffuser cette information localement et par le bouche à oreille et de par également les organismes de tourisme, toucher des gens plus larges et notamment donc les passionnés d'histoire qui viendront donc découvrir les vestiges qui existent encore. Au Fort Cassot, vous vous adressez plutôt aux passionnés ou vraiment au grand public? On s'adresse à tout le monde, c'est tout le public que l'on veut toucher, que ce soit les scolaires dans le cadre de devoirs de mémoire, les plus grands, les étudiants, d'autres associations également, tout ce qui a trait à l'histoire, de faire connaître cette page d'histoire qui est très méconnue, la ligne Maginot. On lui a donné tellement de surnoms, de mauvaises intentions, de mauvais fonctionnements, qu'il est de notre devoir de réhabiliter cet édifice qui a été fait de la ligne Maginot, qui est un ensemble de fortifications qui a rempli les missions qu'on leur avait données et qui ont été tellement décriées qu'il faut quand même faire quelque chose. Tout à fait. Aussi, M. Roff aussi. En ce qui nous concerne, notre ambition, ça a été de toucher un public le plus large possible parce que, justement, on a compris ce que vient de dire notre ami Morvan, c'est que la ligne Maginot est très mal connue à travers la France. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des intoxications. À l'époque, c'était top secret. On a fait croire que c'était un mur, des souterrains qui longeaient tout le long de la frontière et ces fortins là qui devaient protéger ces frontières-là. Or, en fait, c'est pas ça du tout, puisque ce sont des ouvrages dont les blocs de combat sont reliés entre eux, mais pas forcément entre
ouvrages eux-mêmes. Et donc l'idée, c'était de reprendre ce qu'on avait expérimenté à la Citadelle, c'est-à-dire des visites automatisées de manière à économiser du personnel, parce que ce que je dois dire, c'est que le Zimserhof a été conservé par l'armée jusqu'à longtemps. On va en parler. On va y venir. Et s'adressait surtout à des spécialistes. Et il nous coûtait relativement cher. Il y avait une convention tripartite entre la commune de Bitche, conseil général, mais aussi l'armée qui était propriétaire. Et d'entretenir des guides, il fallait trouver autre chose. Et l'idée, à travers cette muséographie qu'on a mis en place dans les années 2000, un peu avant déjà, c'était de donner un côté ludique à la chose de manière à attirer justement la grande foule. Et ça ne nous a pas trop mal réussi. Et bien justement, on va le voir en image, cet exemple du Zimserhof, qui a donc rouvert ses portes au public en 2002, ça fait 15 ans. Et ça va vous donner un aperçu en fait de ce que vous pouvez voir sur place. Tout se cache derrière les grandes façades bétonnées que vous voyez derrière nous. Le Zimserhof, c'est un ouvrage qui a été construit entre les deux guerres et qui avait pour principe de servir à la défense des frontières de la France. Dans un ouvrage comme le Zimserhof, il vivait 876 militaires lorsqu'il était occupé. Notre visiteur, il découvre l'ouvrage en 3 étapes. La première étape, c'est tout simplement à travers un montage vidéo d'une vingtaine de minutes qui évoque l'entre-deux-guerres. Deuxième étape, il prend un ride, qui est un petit véhicule à traction électrique, qui va lui permettre de visiter les galeries principales, où nous avons une scénographie. On apprend la manière dont les militaires vivaient au sein du Zimserhof. Puis un troisième temps, qui est la visite du casernement. La visite du casernement qui se fait à pied, avec un guide, et où on retrouve toute une série de fonctions principales au niveau de l'ouvrage. Notre objectif à nous, c'est d'être assez grand public. C'est-à-dire, on ne s'adresse pas nécessairement à un public d'érudits, à un public de spécialistes de la Limagino. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de faire passer de façon relativement simple un message sur ce qu'était cette période, si vous voulez, de l'entre-deux-guerres, du début de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose d'assez remarquable à voir, c'est un élément de notre patrimoine historique. Alors on parle de sites de guerre. Roland Hof, est-ce que ça a été un long combat de pouvoir ouvrir les portes du Zimserhof au grand public? Ça n'a pas été facile, évidemment, parce qu'il fallait se donner les moyens, et c'est grâce à la collaboration du Conseil général qui a quand même largement financé cet ouvrage. Il s'agit de quelques millions. C'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre les ouvrages qui sont animés comme le Fort Cassot par des bénévoles qui ont forcément moins de moyens. Donc sur ce plan-là, au moins, ça a été un peu plus facile, mais il y a toutes ces contraintes administratives qui se sont ajoutées sur ajoutées. Et comme je vous l'ai dit, il y a 3 partenaires, il fallait tous les mettre d'accord, trouver les financements pour enfin aboutir à la réalisation qui aujourd'hui est visible. D'accord. Alors vous en parliez là justement du Fort Cassot, il a quelques kilomètres à vol d'oiseau du Zimserhof. Bernard Morvan, on peut le visiter depuis quand, le Fort Cassot? Alors, le Fort Cassot a été repris par une association de bénévoles qui a entrepris sa restauration à partir de 1987. Il y a eu 3 ans de mise aux normes, c'est-à-dire électrique, eau, de manière à pouvoir avoir l'autorisation d'accueillir du public. À partir de 1990, le Fort Cassot a été ouvert aux visites et il est ouvert maintenant quasiment toute l'année. On a une petite période de fermeture entre le 15 novembre et le 15 mars, mais sur coup de téléphone, il n'y a aucun problème, il y a toujours quelqu'un de disponible pour le faire visiter.
D'accord, et puis on vient en même temps d'en voir quelques images, on va en voir encore au fil de ces émissions. Mais je me tourne vers vous d'abord, Philippe Cueillère, la ligne Maginot Aquatique, c'est plus compliqué parce que là, il s'agit vraiment de plusieurs sites et même de tout un territoire. Alors vous allez nous détailler ça dans un instant, mais on va essayer d'avoir d'abord un aperçu avec des images du barrage de Olvin. Sur la route de l'étang de Hirbach, on passe sur un pont jouxtant une bien étrange structure. Il s'agit là des vestiges les mieux préservés d'un barrage du dispositif d'inondation défensive de la ligne Maginot, classé monument historique avec son blocos. 5 barrages ont été construits le long du Mutterbach. Fermés en octobre 1939, ils ont permis de noyer tout le lit de la rivière en quelques semaines. L'étang, un peu plus loin, fait aussi partie du dispositif, même si aujourd'hui les baigneurs ont un peu oublié sa vocation militaire première. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout à l'heure, il était question de toutes les contre-vérités, tout ce qui a pu être dit de complètement faux sur la ligne Maginot. La ligne Maginot Aquatique, je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est pire, mais finalement, elle n'est pas connue du tout. Voilà, donc cette ligne Maginot Aquatique, bon, c'est déjà un maillon tout à fait atypique, on va dire, de la ligne Maginot, puisque sur la ligne Maginot, on va retrouver côte à côte ce qui se faisait de plus moderne, on va dire, en matière de fortification avec le Fort Cassel ou le Simserhof, et à côté de ça, on va utiliser un obstacle naturel qui était l'eau, qu'on utilisait finalement depuis la nuit des temps pour se protéger d'un prédateur ou d'un ennemi, et donc ces deux systèmes vont cohabiter dans le cadre de la ligne Maginot. Donc concernant la ligne Maginot aquatique, il faut peut-être préciser que cette expression, ce n'est ni un terme militaire, ni un terme d'historien, puisque c'est le tourisme qui a mis cette expression en avant, en s'inspirant du titre d'un livre qui avait été écrit par M. Paul Marc. Et donc en 2010, on a créé une route de la ligne Maginot aquatique, qui n'est en fait qu'un concept de mise en valeur touristique du territoire. Donc Parce qu'il y a différents ouvrages, différents lieux, des barrages, etc. Ils appartiennent à qui ? Voilà, donc là, on est en milieu ouvert. Donc, si vous voulez, historiquement, ces ouvrages ont été construits entre 1932 et 1934 sur les vallées du Mutterbach, de l'Albe et de la Sarre. Et donc, concernant la vallée du Mutterbach, ces ouvrages ont été remis en état après-guerre, donc dans les années 50, ont été entretenus par l'armée jusqu'en 1970. Et en 1970, l'armée a vendu ces ouvrages, c'est-à-dire qu'ils ont été démilitarisés. Et donc, à ce moment-là, les différentes communes qui avaient des étangs sur leur territoire les ont acquis, les ont achetés. Donc là, on se retrouvait avec un héritage, on va dire, de plus de 300 hectares qui se composait en 6 étangs sur 4 communes principales. Et donc, ces communes allaient tout mettre en œuvre pour valoriser ces étangs, mais d'un point de vue touristique uniquement. C'est-à-dire que la partie historique, elle a été mise un peu de côté. Et donc, on a fait évoluer ces sites. Donc, c'est une reconversion fonctionnelle en sites touristiques, donc de pêche ou de baignade, et maintenant également de sites de randonnée. Donc, maintenant, chaque commune est propriétaire de 200 étangs, mais du fait effectivement qu'on soit sur un site ouvert, ça nous permet, nous, associations, de faire un circuit de découverte, donc qui va couvrir l'ensemble du territoire en partant de Sarralbe, donc du musée de Sarralbe, et en remontant à la vallée du Mutterbach pour visiter différents sites, donc des circuits qu'on peut faire un peu à la demande, mais donc qui généralement passent par Remerin, Puttelange et qui termine à Ost. Donc là, on a un aperçu global et général de ce qu'était la ligne Maginot aquatique. D'accord. Le Fort Cassel, je m'interroge aussi, le propriétaire, c'est qui aujourd'hui ? Le propriétaire, c'est la commune. Tout a été racheté par la commune au début des années 90. Avant, il y avait une convention avec l'armée. Et la commune en est devenue propriétaire. Et depuis, c'est une association de bénévoles qui la gère. D'accord. Eh ben, on va voir maintenant en image le changement de propriétaire du côté du Simserhof. C'était il y a 5 ans, avec une signature historique en 2012. 3, 2, 1. Le Simserhof appartient désormais à la communauté de communes du Pays de Bitche. Cet événement intervient en 2012, année qui coïncide avec le 10e anniversaire de l'ouverture de l'ouvrage au public,
C'est donc, Monsieur le ministre, un très beau cadeau d'anniversaire que vous nous offrez aujourd'hui. Gérard Longuet est venu signer l'acte de cession officielle par le ministère de la Défense de la responsabilité du site historique du Simserhof à la communauté de communes du Pays de Bitche. Il n'y a pas chez nous un lâche soulagement de penser que nous n'aurons plus à entretenir ces galeries. Il y a la fierté et le bonheur d'avoir trouvé des partenaires de qualité avec lesquels nous avons bien l'intention de prolonger ce chemin de la mémoire qui est au fond un des ressorts de la solidité de notre pays. En 10 ans, le Simserhof est devenu l'un des sites emblématiques de la ligne Maginot. En 2011, il a accueilli près de 40 000 visiteurs. Actuellement, seul le casernement et le magasin de munitions sont accessibles au public. Mais cet acte de cession ouvre désormais de nouvelles perspectives. Pour nous, c'est important parce qu'au niveau de l'ouvrage, déjà, parce qu'on a une partie qu'on ne pouvait pas visiter. Donc ça va nous donner la possibilité de faire visiter les blocs de combat qui sont au nombre de 6 pour pouvoir encore élargir la visite au niveau du cimetière. Alors en 5 ans, qu'est-ce qui a changé? Roland Hof, est-ce que c'est plus facile depuis que c'est la communauté de communes qui est propriétaire du site? Forcément, c'est plus facile parce que d'abord, sur le plan financier, la communauté de communes dispose quand même d'un financement plus large que ce qu'on pouvait avoir auparavant. En plus, on bénéficie toujours de subventions, tout ce qui concerne les équipements. Par contre, pour le reste, la Comcom finance d'ailleurs une grande partie de ce qu'on pourrait appeler quand même un déficit de fonctionnement, puisque les entrées, nous stagnions à 40 000 entrées à peu près, de bon an, mal an, on se maintient quand même, c'est déjà pas mal, et ça ne couvre pas les frais, justement. Donc c'est la communauté de communes qui finance aussi bien l'entretien, les rénovations, voilà, les investissements, les frais de fonctionnement, oui, tout. Rénovation aussi, nous avons quelques projets, mais là c'est la communauté de communes qui intervient, puisque le département maintenant n'est plus partie prenante, il se contente de subventionner au coup par coup. D'accord. Et au Fort Cassot, financièrement, ça se passe comment? Vous vous portez bien? Qui tient les cordons de la bourse? C'est l'association, c'est le trésorier de l'association. Nous, nos ressources, c'est les visites. Les subventions, pour nous, on passe à côté. Mais enfin, on vit quand même bien, on n'a que des bénévoles. Donc, je n'ai pas de masse salariale, donc on s'en sort très bien. Oui, donc la clé, c'est le bénévolat. Mais du coup, s'il y avait des travaux à faire, s'il y a des projets que vous voulez mener, il faut vous adresser à qui pour les travaux, financements? on les étale dans le temps, mais j'ai une très bonne commune. J'en dirai pas plus. D'accord, donc surtout la commune et puis l'huile de coude des bénévoles. C'est surtout là-dessus que l'on compte. Ce qu'on met, on met beaucoup de temps, mais ce qu'on fait, on le fait bien et on essaye de le refaire comme c'était à l'époque. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est notre projet. Alors, du côté de la route de la ligne Maginot Aquatique, c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup, il y a plusieurs communes, pas forcément les mêmes volontés. Vous faites comment pour, dès qu'il y a des choses à faire au niveau des ouvrages, s'il y a par exemple de la rénovation, de l'entretien, des projets qui financent? Donc on avait sélectionné les sites, on va dire, remarquables, donc qui permettaient de faire une visite globale. Donc on a un barrage qui a été sécurisé par la commune de Rémerin, donc c'est elle qui s'occupe de l'entretien du site. Après on a également sur Host toute la partie technique, donc là également c'est la commune qui à l'époque des travaux de renaturation avait fait les travaux nécessaires. Et donc effectivement au point de vue fonctionnement, mais il n'y a pas grand-chose à investir actuellement, puisque ce sont des installations qui sont protégées, donc dans des locaux. Donc effectivement, peu d'investissements financiers, en tout cas pour le fonctionnement des visites qu'on peut faire. Mais peu de possibilités de financement si jamais vous aviez un projet. Effectivement, donc là, ce serait beaucoup plus compliqué quand même de monter une demande de subvention avec des communes, puisque là, on est sur des fonctionnements totalement différents entre un budget communal et une association.
D'accord, ce qui est dommage quelque part parce que pour renforcer l'attractivité de vos sites, de tous les sites, il y a régulièrement des expositions temporaires, des conférences, donc tout ça, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de financement, que ça va être du bénévolat. Du côté de la ligne Maginot Aquatique, il y a même eu une tentative de festival. Alors je vous propose de regarder le reportage, c'était à Barst et c'était en 2011. C'est une première sur le saillant de Barst et un baptême du feu pour le tout nouveau président de l'association socio-culturelle de Barst, Henri Desrolets. Voici le festival de la ligne Maginot Aquatique qui rassemble quelques stands et une bourse aux armes à proximité du site historique. L'enjeu, c'est d'attirer un nouveau public. Encore méconnu, le site vaut le coup d'œil. Sa fréquentation accuse pourtant une légère baisse en 2010. Là, par exemple, on a sous le tunnel un abri. Et en fait, les gens vivaient comme à la campagne. Ils faisaient leurs légumes. Donc on voit des choux, des carottes. Ce festival est peut-être le début d'un renouveau. L'association ne manque pas d'idées pour compléter le circuit de la ligne Maginot Aquatique. Dans les cartons, par exemple, une scène en forme d'arène pour des spectacles, une infirmerie, un atelier ou un canon de 75 pour la costaude. Il faut imaginer ici un canon de 75 mm français. Donc ici, on avait un canon et là-bas, on a tout ce qui est couchette. Donc c'était la partie repos. Donc il y avait, on va dire, 2 équipes. Une équipe qui était en partie repos pendant ce temps l'autre travaillait et inversement. C'est un court-métrage destiné à la muséographie. Sur le territoire de Barst, cette zone est inondée volontairement en 1940 pour stopper la progression allemande. La ligne sera percée, abandonnée par les soldats français. Aujourd'hui, le site est ouvert tous les 3e dimanches du mois et les visites guidées comme les célèbres repas du soldat sont reconduits. De plus, l'endroit servira de cadre à un court-métrage documentaire tourné en septembre prochain. Non, c'est bien. De revoir, de retracer un peu. Ouais. C'est impressionnant. Ouais, certains trucs, certaines choses. Ouais. Alors le présent est beaucoup moins rose. Barst, cette année, c'est fermé. Voilà, donc le site de Barst est fermé depuis le début de l'année pour des raisons de sécurité. Donc effectivement, le festival à l'époque avait permis de faire connaître et le site de Barst, mais également, on va dire, le circuit route de la ligne Maginot Aquatique. Et donc aujourd'hui, malheureusement, certaines associations ont plus de difficultés que d'autres à se pérenniser et donc à poursuivre ce devoir donc de faire connaître l'histoire du secteur. Oui, parce que ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs communes qui sont propriétaires des ouvrages, mais vous êtes aussi plusieurs associations à vous en occuper. Voilà, donc après, une des particularités de la ligne Maginot Aquatique, c'est que la route de la ligne Maginot Aquatique, en fait, elle ne se superpose pas de façon parfaite au tracé des inondations. Donc ça avait été une volonté du département à l'époque de scinder, d'agrandir un peu la zone d'influence de la ligne Maginot Aquatique, de ne pas se tenir strictement au tracé des inondations, et de ce fait-là, le site de Barst, qui est en dehors en fait de la ligne Maginot historique, avait pu exister à travers cette route et donc mettre en valeur les intervalles. Et donc maintenant, ce qui reste de ce circuit, c'est le circuit de découverte entre Ost et Sarralbe, où donc là, on est vraiment sous les ouvrages hydrauliques tels qu'ils existent encore aujourd'hui. Le repas du soldat dont il était question, ça existe toujours? On peut toujours faire ce genre de visite atypique? Ça s'est arrêté avec la fin des activités sur le site. Donc actuellement, le site est totalement à l'arrêt. D'accord, malheureusement. Alors, on parlait de festival, il y a aussi parfois des animations de grande ampleur, il y a carrément des spectacles son et lumière, des journées de reconstitution. Tout ça, ce sont bien sûr des temps forts qui ont un grand impact. Alors, je suppose que c'est très compliqué à mettre en place, mais quoi qu'il arrive, c'est toujours haut en couleur et ça fait venir du monde, c'est évident, ça permet de parler des sites. Vous allez nous en dire plus dans quelques instants, parce que je voudrais d'abord qu'on regarde un reportage d'archives. Alors ça a été filmé en 2012 et c'était justement lors d'une journée de reconstitution et c'était au Fort Cassot.
Hommage aux morts de 1940. La drôle de guerre n'est pas ce dont le grand public entend parler le plus lorsqu'on évoque la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, cette guerre-là n'a rien eu de très drôle. Sur la ligne Maginot, après la bataille de France de mai 40 et la signature de l'armistice, on s'est encore battu à certains endroits jusqu'à la mi-juillet. Aujourd'hui, le Fort Cassot, vestige de cette ligne de fortification, remonte dans le temps. Et si l'on peut voir les soldats français à leur poste, sur la prairie, autour du bloc numéro 3, s'est installé un camp de la Wehrmacht. Alors c'est vrai que ça peut paraître étrange. L'uniforme allemand, l'armée allemande, la Wehrmacht, donc je tiens quand même à le préciser, a gardé donc des traces dans nos mémoires collectives sur des atrocités. Alors c'est vrai que nous on n'a pas pour objectif de faire l'apologie de quoi que ce soit. Nous c'est clairement de montrer les conditions de vie, la vie quotidienne déjà dans l'ouvrage pour les Français et pour les Allemands, donc les troupes en campagne. Parce que on peut difficilement expliquer également les différences, le pourquoi de la victoire allemande sur les troupes françaises donc en 1940, sans présenter leur matériel, sans comprendre comment ils vivaient. Et c'est vrai que ce sont des vrais Allemands, donc ils ont ce poids sur leurs épaules. On le dit souvent, les historiens le reconnaissent. Et par là, donc, c'est bien de montrer que la Wehrmacht, il n'y avait pas forcément que des adhérents au parti national-socialiste et des gens avec des têtes brûlées qui venaient, qui pillaient, etc., etc. Dans cette association de reconstitution historique, chaque membre possède son matériel propre. Aujourd'hui, les reproductions d'uniformes existent, mais on trouve encore des ustensiles d'époque à montrer au public. Sur le site du Fort Cassot, on peut aussi visiter un nouvel espace qui aura mis 2 ans à sortir de terre. Alors tout à fait, on a depuis maintenant 2 ans fait des travaux pour présenter des équipements qui étaient placés donc à l'arrière de la ligne Maginot. On a souvent critiqué son manque de profondeur, il y en avait. Et donc c'est les troupes d'intervalle, donc les troupes qui étaient à l'extérieur des fortins de la ligne Maginot, qui ont installé des tranchées, qui ont installé des abris. L'automne 1939 était très pluvieux et l'hiver était très rude. Donc il a bien fallu se mettre en position pour pouvoir rester en place, surveiller la frontière, les mouvements de troupes allemandes. Et c'est ce qu'on a voulu reconstituer ici, avec des postes de tir, une cloche d'observation et un petit abri qui pouvait être occupé dans ces conditions-là. C'était dedans, on déposait des munitions, les gens allaient se reposer à l'abri et il y avait un livre, vous voyez, c'est du fabrication d'époque. Le banc a une caractéristique, c'est que ce banc, il est marqué derrière 153e rifle. Ça nous a été apporté aussi par quelqu'un. Cet équipement est visible lorsqu'on vient visiter le fort lui-même. Prochain rendez-vous au Fort Cassot, ce sera les Journées du patrimoine en septembre, où un spectacle son et lumière sera proposé sur le site. Bernard Morvan, est-ce que vous avez encore des gros événements de ce type qui sont organisés au Fort Cassot ? On essaye de s'aligner un peu sur tout ce qui se fait, que ce soit la nuit des musées, que ce soit les journées du patrimoine. On essaye de présenter toujours quelque chose de nouveau. Maintenant, on a fait la dernière journée du patrimoine, on a fait une visite dans le noir, c'est-à-dire que chacun avec sa lampe électrique, ça donne une autre vision et effectivement ça intéresse les gens. Des gens qui étaient venus le voir normalement éclairé sont revenus le voir à la lueur des lampes électriques. Notre but étant, nous, de faire que l'ouvrage soit vu comme il était à l'époque. Donc tous les travaux que nous commençons dedans, nous les faisons de manière à ramener l'ouvrage tel qu'il était dans les années 1940, avec le plus près l'authenticité de tout ce qui était, que ce soit l'électricité, que ce soit le fonctionnement des fils, que ce soit le fonctionnement des moteurs, le fonctionnement des cuisines. Et justement, à l'occasion de ces journées de reconstitution, on met l'ouvrage en état de guerre. C'est-à-dire que les gens vont venir, il y a déjà l'extérieur qui est animé, mais à l'intérieur, ça va être animé aussi. C'est-à-dire que dans les cuisines, il y a des cuisiniers, à l'usine, il y a des mécanos qui mettent en route. Partout, il y a des gens dans les chambres, il y a des gens qui jouent aux cartes. Et il faut que les gens, quand ils ressortent de là-dedans, ils aillent passer un moment comme ils étaient en 1940. Et dans la visite traditionnelle que l'on fait,
c'est pas des scénettes qui sont faits, c'est le guide qui explique tout ça. Et notre but étant que quand ils sont rentrés, ils ne connaissaient pas la ligne Maginot, ils ne savaient pas comment les soldats vivaient, quand ils sortent, il faut qu'ils le sachent. Et ça, c'est notre but. À peu près tout, avec toutes les explications. Mais vous êtes combien pour faire tout ça? C'est une grosse association. On est 18 actuellement. D'accord, donc quand vous faites des reconstitutions, vous faites comment? On a des copains, on a des gens d'autres associations. On a des Allemands en tenue qui viennent, vous les avez vus sur le reportage. On a également un campement américain. Et on arrive à totaliser, cette année, on a totalisé 78 reconstituants. Et pour maintenir tout ça, on a suffisamment de monde dans l'association et suffisamment de relève? C'est juste, mais on va certainement recruter, on a des gens qui veulent venir, mais le problème de fonctionner avec des guides bénévoles, c'est qu'on est soumis à leurs contraintes personnelles. Hein? On avait beaucoup de jeunes, ces jeunes ont poursuivi des études, ils ont des niveaux d'études maintenant, ils ne trouvent pas de travail dans la région. Donc c'est Tourcoing, Strasbourg, Colmar, c'est un peu partout, mais on arrive à les regrouper pour une activité. Mais tout au long de l'année, ils ont leur vie. Hein. Et ils se marient aussi. Ça va être de leur faute. Au Simsorow, ça se passe comment? Est-ce que vous avez aussi des gros événements, des temps forts dans l'année? Bien sûr, ça arrive régulièrement. D'ailleurs, je vous invite très prochainement, le 29 octobre, nous organisons une marche autour de l'ouvrage. Et ça va évidemment ramener la foule des marcheurs, puisque ça fait partie de la fédération, avec le club vosgien notamment. Donc conquérir un nouveau sports, public. comment on appelle ça, la fédération des sports sport randonnée, IVV. Oui. Et donc, oui, les sigles sont encore pour moi un peu question. Et donc, ça amène du public. Et c'est vrai que ce qu'on fait un peu partout, c'est justement de créer des événements qui font venir un autre public qui va découvrir et qui va se dire « c'est pas mal, je vais revenir ». Et de la même manière, nous avons organisé déjà des repas insolites, puisque ça fait fureur en ce moment. Et c'est quand même assez marrant que de dîner avec des grands chefs quand même qui concoctent ces repas dans les souterrains où vivaient des soldats à la gamelle. Et puis c'est vrai qu'on a eu le même souci que le Fort Cassot, c'est-à-dire de garder. On a commencé par une muséographie et on s'est très vite aperçu qu'il fallait faire ce qui a été fait au Fort Cassot, c'est-à-dire montrer cette ligne Maginot dans son jus tel qu'elle était. C'est pour ça que nous avons organisé maintenant un deuxième stage de visite qui connaît également un succès. Vous savez, je vais faire une comparaison un peu osée. Quand vous voyez une jolie femme à l'écran, ça vous met l'eau à la bouche. Mais quand vous pouvez la toucher, c'est autrement plus jouissif quand même. Et là, la ligne Maginot, elle est dans son jus, vous pouvez la toucher, vous pouvez vivre ce qu'ont vécu les militaires de la même manière. Et c'est ça qui fait vraiment un plus. Alors nous, on a peut-être un peu plus facile parce que c'est une différence majeure par rapport à toutes ces associations de bénévoles. Nous avons des bénévoles aussi, mais nous avons surtout des salariés qui font marcher cet ouvrage tout le temps, et nous étions condamnés à réussir. Pourquoi? Parce que cet ouvrage est quand même un ouvrage type. C'est du point de vue de l'architecture, de l'armement, c'était vraiment l'ouvrage modèle, l'ouvrage type de la ligne Maginot. C'était un des plus grands, le 4e par exemple. Et donc l'armée, c'est pas anodin, l'armée a conservé cet ouvrage à ses propres frais, alors qu'elle en a vendu beaucoup plus, très longtemps. Et la preuve, c'est que le Simsorow a été vendu il y a 5 ans seulement. Donc ça prouve bien. Et pourquoi l'ont-ils gardé? Parce qu'il avait ce caractère exceptionnel et qui leur a permis
permis, pendant de longues années, de faire visiter cet ouvrage à toutes les têtes couronnées, les états-majors de la terre entière. Il y a beaucoup de gens importants qui ont défilé pour voir cet ouvrage, parce que voilà, c'était ce qu'il fallait vivre. Alors évidemment, il y a encore des choses à faire, mais bon, j'ai l'habitude d'envoyer régulièrement chez les collègues les touristes, et j'en rencontre beaucoup dans mon établissement, pour vraiment leur faire prendre conscience de ce que c'est réellement la ligne Maginot. Et mon ambition à moi, mon souhait à moi, serait qu'on réalise un peu ce qui se fait sur le mur de l'Atlantique, c'est-à-dire un cheminement, vous l'avez fait, au niveau de la ligne Maginot aquatique, et qui le mérite bien, parce qu'elle est encore moins connue que ce que nous faisons, mais on pourrait relier tous ces ouvrages, parce qu'ils se complètent admirablement, cette ligne Maginot aquatique. Le Fort Cassot, c'est vraiment l'ouvrage type d'infanterie, et le Zimshof, qui est le gros ouvrage d'artillerie. Il faut ajouter, et là aussi, on a la Comcom s'apprête à acheter d'ailleurs un abri caverne, parce que ça c'est le troisième élément qui compose cette ligne Maginot. Ce sont des abris où la troupe d'intervalle était abritée lorsqu'on était en état de guerre, hein, alors que d'habitude ils étaient dans des casernements extérieurs. Moi j'aimerais bien qu'on réussisse à relier tout ça et à faire une espèce de pack global, de package, parce que le tourisme militaire, moi je considère que pour le pays de Beach c'est un atout. On a vraiment tellement de choses à montrer qui sont encore aujourd'hui dans l'ombre, et je pense que si nous nous associons pour trouver la formule qui permet de marcher. On vous a déjà réunis sur ce plateau télé, c'est un joli rêve, charge à vous de mener ce projet. Philippe Cueillère, vous, votre rêve, parce que ça sera le mot de la fin aussi de cette émission, votre rêve, ça serait quoi ? Nous, d'organiser les grands événements, c'est quand même beaucoup plus difficile, puisqu'on est sur des sites disséminés sur le territoire. Donc, effectivement, nous, ce qu'on fait comme action, c'est, bon, d'une part, les visites guidées, les conférences, mais également d'accompagner des groupes de marcheurs qui ne sont pas au départ spécialement des publics intéressés par le militaria, mais les emmener sur ces cheminements. Et il faut savoir également que les visites qu'on organise, d'une visite à l'autre, elles peuvent changer, puisqu'on les agrémente à chaque fois de documents d'époque, et il se trouve que la collection peut s'enrichir d'une visite à l'autre. Donc on peut avoir des photos, des témoignages qu'on présentera à telle visite qu'on n'avait pas avant. Donc nous, notre souhait, ce serait effectivement donc, de pouvoir continuer ça, et comme le dit M. Hoff, donc de faire un maillage entre les différents sites, puisqu'on est absolument parfaitement complémentaires, et ce serait quand même une très bonne façon de faire connaître cette histoire à travers les trois types d'ouvrages qui existent. Donc, gros ouvrage pour le Zimshof, petit ouvrage d'infanterie pour Cassot, et nous donc pour les intervalles et la ligne Maginot aquatique. Voilà. Bernard Morvan, vous avez le même rêve ? Oui, ou il y en a encore aussi plein d'autres. Il y en a encore, mais effectivement, de faire un pack complet, mais j'ai bien peur que ça soit très difficile, parce que ça mobilise, si vous voulez, quasiment une journée complète, voire 2 jours, pour que les gens puissent faire ça. La visite au Fort Cassot, si elle est bien faite, dure aux alentours de 3 heures. Oui, mais ça pourrait être un système, un passeport de visite, où on tamponne sur chaque site et qui est valable, par exemple, pendant une saison. On a des fonctionnements totalement différents. On a des fonctionnements totalement différents entre une régie, entre une association. Ah là, c'est plus le frein administratif. Du côté administratif, ça avait déjà été tenté. Il y aurait peut-être une solution par l'intermédiaire d'un office du tourisme, mais l'office du tourisme, si on voit les 3 sites qui sont ici, on est 2, c'est sur une office du tourisme, l'autre est sur l'autre office du tourisme. Chacun travaillant pour sa gamelle, donc ça me semble assez difficile. Bah alors du coup, votre rêve, c'est quoi? Mon rêve, c'est de continuer mes rénovations dans le fort, d'agrémenter encore l'extérieur, puisqu'on est en train encore d'améliorer. Il faut voir que cette année, on a quand même fait une route
pour aller au bloc 1. On a un chemin maintenant devant le bloc 1. Chaque bloc est accessible de l'extérieur. Donc pour nous, c'est déjà un plus. C'est un plus déjà au point de vue sécurité. Parce que s'il y a quelque chose qui se passe dans un bloc, les pompiers peuvent arriver tout de suite. C'était un de nos rêves. Petit à petit, tous nos rêves se concrétisent. On voulait ce chemin semi-entiéré que vous avez vu, on est arrivé à l'avoir. Petit à petit, tout se réalise. Maintenant, il faut qu'on se repenche un petit peu plus sur l'intérieur pour le refaire comme il était au moment, refaire fonctionner tout. Le moteur fonctionne, les filtres à air, une partie fonctionne. L'électricité, on est en train de la refaire avec des conformités, bien sûr, mais en utilisant les matériels de l'époque, que ce soit les lampes, les interrupteurs, les boîtes de dérivation. Mais c'est un travail colossal et très long. Mais ça, on va y arriver. On fait pièce par pièce tous les ans, mais on y arrivera. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation et à tous les trois que vos rêves se réalisent parce qu'ils sont importants pour le patrimoine du secteur. Merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt.